Non, madame, on a un cours SE après. Vous avez un cours de SI. Et ça veut dire quoi? Vous Oui. n'avez pas besoin d'une pause. Oui. D'accord. Bon, معليش, on va essayer d'aller doucement comme ça. Donc, la structure arbre, ça, c'est des définitions. Je vous laisse lire un peu ce que j'ai écrit comme définition. Donc là, ce qu'on avait vu comme structure de données, maintenant vous connaissez les tableaux, vous connaissez en fait tableau à une dimension, deux dimensions, vous connaissez les listes chaînées, vous connaissez les piles, les fils, les listes chaînées avec leurs variantes. Il y a aussi d'autres structures de données en fait qui sont importantes et très utilisées donc en algorithmique. C'est en fait les graphes, les graphes. Et un cas particulier des graphes, c'est les arbres. D'accord. Donc, quand je dis un graphe, c'est un ensemble de nœuds. C'est un ensemble d'éléments qui sont reliés entre eux par des arcs. Donc, j'ai un nœud, j'ai un autre nœud. Il y a un lien entre les deux nœuds. Voilà. D'accord. Donc là, on vous dit un arbre, c'est un graphe orienté sans cycle. Ça veut dire que avec l'arc, quand je fais un lien entre un nœud et un autre nœud, il est orienté. C'est-à-dire si je vais de A vers B, je ne vais pas revenir de B vers A. Soit que je vais de A vers B ou là je vais de B vers A. Un sens, il est orienté. Sans cycle, ça veut dire que je ne veux pas avoir de boucle dans un arbre. Dans un graphe, vous pouvez avoir des boucles. Vous avez des nœuds, vous pouvez aller de A vers B, vous pouvez aller de B vers C et vous pouvez aller de C vers A. C'est-à-dire que vous faites une boucle. Mais dans un arbre, non. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de cycle. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir quelque chose de fermé quand je fais les liens entre les nœuds. D'accord. Quelque chose de spécial dans un arbre, vous avez une racine. C'est comme dans la liste, on a la tête de la liste, dans la pile, on a le sommet de la pile, dans la file, on a la tête de fil et la queue de fil. Dans l'arbre, on a la racine de l'arbre et c'est le point d'entrée de l'arbre. D'accord, vous allez voir que, en fait, si on doit accéder à un arbre et commencer à explorer, regarder les éléments de l'arbre, on doit commencer par la racine, toujours. Après, on vous dit donc un arbre, c'est une structure de données qui n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire parce que maintenant, le lien suivant, 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 ou la précédent, précédent, précédent. D'accord. Les liens, ils sont un petit peu plus compliqués. Donc, c'est des liens hiérarchiques, c'est des liens de niveau. Donc, quand je dis des liens hiérarchiques, avec la notion de niveau, la notion de décomposition, la notion de dérivation, c'est-à-dire un élément qui dérive un élément qui dérive deux autres éléments, un élément qui se décompose en deux ou trois autres éléments, un élément de niveau 0, on va plutôt des éléments de niveau 1. Si je reprends, bon, ça tombe bien parce que là, je vais reprendre juste rapidement l'exercice de tout à l'heure, ce que j'ai dessiné. Ce que j'ai dessiné ici, c'est un arbre. Hein. D'accord. Voilà. Ça ressemble à un arbre où j'ai une décomposition pour voir un petit peu l'appel. Dire que
l'appel à fibre de 5, il dérive fibre de 4 qui lui et dérive fibre de 3. Fibre de 4 lui-même, il dérive fibre de 3, fibre de 2. Fibre de 3, il dérive fibre de 2 et fibre de 1, et ainsi de suite. D'accord? Vous avez des liens de niveau, déjà, d'accord? Et des liens de dérivation. D'accord? Ça, c'est un arbre. C'est un arbre qui représente donc, en fait, les différents appels, d'accord, de ma fonction récursive fibre de 5 pour n égale à 5. D'accord? Les nœuds ici, c'est quoi? Les nœuds, c'est fibre de 5, fibre de 4, fibre de 3, fibre de 2, etc. C'est des nœuds. D'accord? Et les liens entre les nœuds, c'est les flèches. Vous voyez que, en fait, j'ai des flèches dans un sens. Ça descend. D'accord? Et je n'ai pas de boucle. Donc, c'est vraiment un arbre. Hein. Ça, c'est vraiment un exemple d'arbre où je montre la décomposition des appels, la dérivation des appels d'une fonction récursive. Voilà. Donc, je reviens à mon cours. Voilà. Donc, c'est des liens hiérarchiques, des liens de niveau, des liens de décomposition. Ça dépend du contexte dans lequel on se place. Donc, le lien entre les nœuds ou les éléments de l'arbre exprime la relation père-fils ou ascendant-descendant ou encore prédécesseur-successeur. D'accord? Donc, si je reprends donc un père, donc je le place à un niveau supérieur. Il va dériver des fils. D'accord? Ou là, un ascendant-descendant ou là, un prédécesseur-successeur. Je reviens toujours là. Bon, je sais pas, c'était pas prévu, mais bon. Ça me permet d'expliquer certaines choses. Ici, si je regarde cet arbre, je dirais que fibre de 4, par exemple, est le père de fibre de 3, parce que fibre de 4, il dérive fibre de 3. C'est aussi le père de fibre de 2. Et si je veux raisonner autrement, je dirais que fibre de 3 est le fils de fibre de 4. Je dirais que fibre de 2 est le fils de fibre de 4. Fibre de 1 est le fils de fibre de 2. Je dirais aussi que fibre de 3 est le fils de fibre de 5. Je peux dire que fibre de 5 est le père de fibre de 4 et de fibre de 3. D'accord? Je peux exprimer la relation en termes père-fils ou la ascendant-descendant. Ascendant quand je remonte vers le haut, descendant quand je descends. Par exemple, fibre de 4, c'est le descendant de fibre de 5. Et fibre de 5, c'est l'ascendant de fibre de 4. Je pourrais exprimer autrement, je dirais successeur et prédécesseur. Je dirais que fibre de 4, c'est le successeur de fibre de 5. Fibre de 3 aussi, c'est le successeur de fibre de 5. Mais je pourrais dire aussi que fibre de 5, c'est le prédécesseur de fibre de 4, c'est le prédécesseur de fibre de 3. Donc, je pourrais exprimer les relations en termes père-fils. Je pourrais exprimer les relations en termes ascendant-descendant quand je descends. Je pourrais exprimer les relations en termes de prédécesseur et successeur. Le successeur quand je descends et le prédécesseur quand je remonte en haut. Ici, la racine de l'arbre, on a dit le point d'entrée, par où il faut commencer à explorer cet arbre. La racine de l'arbre, c'est fibre de 5. Vous la voyez, il est où là? Donc, quand je me place sur fibre de 5, je peux descendre. Fibre de 4, fibre de 3, etc. Mais si je me place sur fibre de 4, je ne peux pas revenir à fibre de 5. Mais je la flèche vers fibre de 5. D'accord? C'est ça la notion, globalement, c'est ça la notion d'arbre. Donc, après, on vous dit un nœud peut avoir 0 ou plusieurs successeurs, on l'a vu. D'accord? Et au maximum, un prédécesseur ou un ascendant ou un seul père. Un nœud, il a un seul père. Hein. Si vous regardez même l'exemple, je ne peux pas avoir un nœud qui dérive de plusieurs autres nœuds. Il dérive d'un seul père. D'accord? Bon, la racine de l'arbre ne possède pas de prédécesseur. Voilà. La racine de l'arbre qui est fibre de 5, elle n'a pas de prédécesseur, elle n'a pas d'ascendant, c'est normal. Vous voyez qu'un nœud, n'importe lequel que vous prenez là, vous prenez fibre de 4 ou la fibre de 2 ou la fibre de 0 ou là, ils ont un seul ascendant, ils dérivent d'un seul nœud. Par exemple, fibre de 4, elle est sortie de fibre de 2, elle est sortie de fibre de 4. Bon, là, c'est un peu
Oui, oui, elle sort aussi, mais c'est un autre fibre de 2. Hein. Non, non, c'est pas le bon exemple. Donc là, je ne devrais pas avoir de répétition, mais si j'ai des répétitions, je vais considérer que c'est deux nœuds différents. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir, pour un seul nœud, je ne peux pas avoir deux flèches vers le haut. Hein. Je dois avoir une seule flèche qui mène vers le père, d'accord, qui vient du père, mais qui mène vers le père, qui vient du père. Voilà. Et la racine n'a pas de prédécesseur, la racine n'a pas de père. Voilà. Donc, la racine de l'arbre ne possède pas de prédécesseur. La racine est le point d'entrée d'un arbre. Un arbre possède une seule racine. Donc, on le voyait bien sur l'exemple. Les nœuds feuilles, c'est les nœuds qui ne dérivent rien. Ils n'ont pas de successeur. C'est les derniers nœuds dans les niveaux. D'accord. Par exemple, l'arbre de décomposition de la fonction fibre, le fibre de 0 et le fibre de 1, c'était des nœuds. Parce qu'à partir de fibre de 0, je ne dérive rien. Je n'ai pas de flèche qui descend de fibre de 0 ou de fibre de 1. Donc, fibre de 0 et fibre de 1, c'était des feuilles. Tous les nœuds qui sont par racine, à part la racine, et les nœuds feuilles, tous les nœuds, les autres nœuds, c'est des nœuds internes. Entre la racine et les nœuds feuilles, tous les autres nœuds, ils ont un ascendant, un seul, et ils peuvent avoir plusieurs descendants. D'accord? C'est des nœuds internes. En fait, c'est des niveaux intermédiaires. Voilà, donc sur cet exemple carrément abstrait, hein, d'accord? Voilà, je décide un arbre. Voilà, donc c'est des nœuds A, B, C, D, E, F, G. OK? Alors, la racine de l'arbre, c'est le A. C'est un seul point d'entrée et c'est une seule racine. Les nœuds B, E, F, G. Vous les voyez? Les nœuds B, E, F et G. C'est des nœuds feuilles, c'est des nœuds terminaux. Ils ne dérivent pas d'autres nœuds. D'accord? Ils ne sont pairs de personne. D'accord? Ils ne sont ascendants de aucun autre nœud. D'accord? C et D sont des nœuds internes. Vous les voyez, le C et le D. C'est pas des feuilles et c'est pas une racine. D'accord? Donc, c'est des nœuds internes. C'est le niveau vraiment intermédiaire entre la racine ou d'autres nœuds internes et les feuilles ou d'autres nœuds internes. C, B et D, vous les voyez, C, B et D. C'est les descendants de A. D'accord? Ils descendent de A. B, C et D, en fait, sont les descendants de A ou les fils de A. On dit qu'ils sont les fils de A. A est l'ascendant ou bien le père de B, C et D. A, c'est le père de B, c'est le père de C et c'est le père de D. E et F, si vous regardez E et F, c'est les descendants de C. C'est les fils de C. D'accord? Et le C, c'est quoi? C'est le père de E, c'est aussi le père de F, et c'est l'ascendant, en fait, l'ascendant de E ou bien l'ascendant de F. La même chose pour D. D, c'est l'ascendant de G, et G, c'est le descendant de D. Le D, c'est le père de G, et le G, c'est le fils de D. Voilà, donc ça, c'est ça la terminologie que l'on utilise avec les arbres. Vous voyez que, en fait, c'est une structure où vous n'avez pas de cycle, vous n'avez pas quelque chose qui est fermé, d'accord, un circuit, d'accord, vous n'avez pas le droit. Un nœud, il dérive d'un seul nœud, un nœud ne peut pas avoir deux paires, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, avoir ici une flèche qui vient de D vers F, d'accord, parce que le C est déjà le père de F, vous ne pouvez pas avoir encore D qui soit le père de F, impossible. Bon, un exemple d'arbre syntaxique, décomposition d'une phrase lorsque je parle d'un lien de décomposition. Donc, une phrase, je vais la représenter par un arbre de décomposition. Elle se décompose en un groupe nominal, un groupe verbal. En fait, c'est le sujet, le verbe et le complément. Hein, si vous voulez, vous pouvez décomposer d'une autre manière. Sujet, verbe, complément. Groupe nominal, c'est article plus un nom. Le groupe verbal, c'est un verbe plus un complément.
Le complément lui-même, il se décompose en articles et un nom, et ainsi de suite. L'article, c'est un, le, les, etc. Donc, on a les articles. Un arbre généalogique, un autre exemple, c'est l'arbre de famille, surtout qui est utilisé lorsqu'il faut partager un héritage. Hein. Donc, on utilise l'arbre généalogique pour voir en fait la personne qui a qui a laissé un héritage, qu'est-ce qu'elle a comme fils, fille, etc. Et puis les fils, qu'est-ce qu'ils ont comme fils et filles, et ainsi de suite, comme descendants. D'accord. Là, donc, l'arbre généalogique, ça veut dire que Mohamed est le père de Yassine et Amin, Yassine est le père de Islam et Maria, Amin est le père de Rima, Mounir et Walid. Et puis, en fait, en bas, vous avez, en fait, c'est les enfants, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas de descendants. D'accord. Voilà. C'est l'arbre de famille, l'arbre généalogique. Shajarat al-Aïla. Maintenant, quelques définitions par rapport au degré d'un nœud, le niveau d'un nœud et la profondeur d'un arbre. Donc, je vous laisse lire un peu pour ne pas trop vous devancer. Donc là, on vous dit le degré d'un nœud représente le nombre de successeurs de ce nœud, c'est-à-dire le nombre de descendants. C'est le nombre de flèches qui sortent du nœud. D'accord. Le degré d'un arbre, c'est le maximum des degrés de ces nœuds. Et on vous dit d'une manière générale, un arbre de degré n est appelé arbre NR. 3R, 4R, 5R, 2R. Mais là, vous allez voir que 2R, c'est binaire, 3R, c'est ternaire. Et après, les autres, c'est 4R, 5R, 6R, etc. Donc, si je regarde mon exemple ici, voilà. Le degré de A, c'est le nombre de descendants de A, c'est 3. D'accord? Parce qu'il fait sortir 3 flèches. Donc, le degré de A, c'est 3. Le degré de B, c'est 0. Parce qu'il ne fait sortir aucun descendant. Le degré de C, c'est 2. Et le degré de D, c'est 1. D'accord? Le degré de E, F, G et B, c'est 0. C'est des feuilles. Le degré des feuilles, c'est 0. D'accord? Maintenant, le degré de l'arbre, c'est combien pour cet arbre? C'est combien le degré de cet arbre? 2. Non, c'est pas 2. 3. C'est 3, c'est le maximum des degrés de ces nœuds. On regarde le nœud qui fait sortir le maximum de flèches et c'est le degré de l'arbre. D'accord? Parce que le A, il fait sortir 3, donc c'est 3. D'accord? Si j'avais C qui faisait sortir 4, là, j'aurais dit que le degré de l'arbre, c'est 4. Donc, je prends le maximum des degrés de ces nœuds. Et ça va être donc le degré de l'arbre.
D'accord? Donc, c'est un arbre 4R. Le niveau d'un nœud, maintenant la notion de niveau, lorsqu'on décompose, on descend dans la hiérarchie père-fils ou la ascendant-descendant, on définit des niveaux. D'accord? Alors, les niveaux, on vous dit la racine, elle est de niveau 0, là. D'accord? C'est le niveau 0. Après, tout ce qui dérive de la racine, c'est le niveau 1. Les descendants directs de la racine, c'est le niveau 1. Ensuite, les descendants de ces descendants, c'est le niveau 2. Ensuite, encore les descendants des descendants des descendants, c'est le niveau 3. Donc, à chaque fois que je descends dans un niveau, j'ajoute plus 1. Donc, si N2 est un successeur de N1, le niveau de N2 égale le niveau de N1 plus 1. Tout simplement, si je reviens à mon arbre, voilà. Alors, le niveau de A, c'est 0. Le niveau de B, C et D, c'est 1. D'accord? Ils sont au niveau 1. Le niveau de E et F. Le niveau de E et F et G. D'accord? C'est le niveau 2. D'accord? Donc, la A, c'est le niveau 0. B, C, D, c'est le niveau 1. Et E, F, G, c'est le niveau 2. Donc, à chaque fois que je descends, c'est un niveau de plus. Voilà. Le plus grand niveau, c'est les feuilles. D'accord? Et puis, ça dépend. Madame, Ça dépend, parce que je peux avoir des branches plus longues que l'autre. Hein. Oui. madame, est-ce qu'un nœud peut avoir plusieurs niveaux? Est-ce qu'un nœud peut avoir? Plusieurs niveaux. J'en ai deux niveaux là. Qui m'a fait Non, l'exemple impossible. tafib, madame? Non, non, impossible, impossible. Ça veut dire ici, regarde, si tu as un C ici, regarde, tu as un C. En bas, tu vas redessiner un autre où tu vas mettre un C. D'abord, il faut comprendre que sémantiquement, le C et l'autre C, c'est différent, hein. C'est pas le même. D'accord? Donc, il faut pas l'appeler de la même manière, hein. C'est un autre nœud. D'accord? أنا On سقسيت peut lui كذا. donner la même appellation. Donc, un nœud, il a un seul niveau. Il se situe à un seul niveau. Il ne peut pas se trouver à deux niveaux différents. Impossible. Ok, madame, merci. Voilà, donc sur cet exemple, c'est encore la profondeur. Voilà, la notion de profondeur d'un arbre, c'est la longueur de la branche la plus longue. D'accord. Là, j'aurais pu avoir, donc à partir de G, j'aurais pu avoir encore un autre nœud, par exemple H, d'accord, qui descend. J'aurais eu une branche plus longue. La profondeur, c'est la longueur de la branche la plus longue. C'est le nombre de nœuds sur la branche la plus longue, la racine jusqu'au nœud feuille. C'est ça la profondeur. La profondeur, il faut aller regarder la branche la plus longue qui mène de la racine vers un nœud feuille et compter le nombre de nœuds sur cette branche. Ça va donner la profondeur de l'arbre. Donc, je vous reprends cet exemple. Voilà, il ressemble à celui de tout à l'heure. Hein. D'accord. Bon, le nœud A représente la racine. B et C sont des nœuds internes, comme vous les voyez. D, E, F, G sont des feuilles. Le degré de A égale à 2. Le degré de B égale à 3. Donc, il fait sortir 3 descendants. Le degré de C, D, E, F, G, c'est des feuilles. Non, le degré de C, c'est 1. Oui. Et le degré de D, E, F et G, c'est 0. C'est les feuilles. Et là, on vous dit il s'agit d'un arbre 3R. Parce que le maximum des degrés, c'est 3. Donc, c'est 3R. Ou bien, on l'appelle arbre ternaire. Maintenant, pour la question de niveau, le niveau de A, c'est 0. Le niveau de B, on est descendu, donc c'est le niveau de A plus 1. D'accord? Niveau de B et C, c'est 1. Le niveau de D, de E et F et G, c'est 2. D'accord? Il faut descendre encore. Le niveau de E, c'est le niveau de B plus 1. Le niveau de G, c'est le niveau de C plus 1. Chaque fois que je descends, j'ajoute plus 1. La profondeur de l'arbre, ici, elle est égale à 3. Donc, si vous prenez, c'est un cas particulier. Toutes les branches
Si vous prenez ABD, ou la ABE, ou la ABF, ou la ACG, en fait, ce sont des branches. Toutes les branches ont une longueur de 3. Donc, la profondeur, c'est 3. Maintenant, si j'avais ACG et un H qui sort de G, la profondeur de l'arbre était égale à 4. D'accord? Je prends la branche la plus longue. C'est compris pour ces définitions? WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. OK. Maintenant, on va s'intéresser à un type d'arbre particulier, c'est l'arbre binaire. D'accord? L'arbre binaire, c'est un arbre où tous les nœuds font sortir au maximum 2 fils, pas plus. C'est un type d'arbre qui est très utilisé en pratique, hein, notamment pour le stockage des index, etc., par les systèmes de gestion de fichiers, ainsi de suite. Donc, un arbre binaire est un arbre de degré 2. Tout nœud de l'arbre, il comporte alors 0, 1 ou 2 successeurs. Donc, chaque nœud, il va faire sortir un successeur, ou là, au maximum 2 successeurs, ça veut dire 2 fils, ou alors 0 fils. Si c'est une feuille, c'est 0 fils. D'accord? Bon, un arbre vide est un arbre binaire. Un arbre comportant un seul nœud est un arbre binaire. Ce nœud représente la racine. Et un arbre comportant une racine et au maximum 2 sous-arbres binaires est un arbre binaire. D'accord? Là, vous allez mieux le comprendre avec un schéma. Voilà. Donc, regardez, vous avez ici un arbre binaire. Okay. L'arbre binaire, donc, il est composé d'une racine, c'est la A, et un sous-arbre gauche, un fils gauche, c'est un sous-arbre. Hein. Si vous regardez ce que j'ai dessiné dans les rectangles. Sous-arbre gauche qui commence par B et un sous-arbre gauche qui commence par C. D'accord. Et vous regardez que les sous-arbres aussi, ils ont tous les nœuds, ils ont un degré de 2, en fait, maximum 2. D'accord. Le A, il a 2 fils. Le B, il a 2 fils. Le C, il a 2 fils. Donc, un arbre binaire se décompose toujours en une racine et 2 sous-arbres qui sont à leur tour binaires. D'accord? 2 sous-arbres, un sous-arbre gauche où il y a un fils gauche et un sous-arbre droit où il y a un fils droit. Je les appelle comme ça, sous-arbre gauche ou le fils gauche, sous-arbre droit ou le fils droit, parce que j'en ai que 2. Si j'avais un arbre ternaire qui dérive 3 branches, je ne peux pas parler de gauche et droit. Impossible. D'accord? Parce qu'il faut faire sortir 3. Je vais dire le fils 1, le fils 2 et le fils 3. Hein. Je vais pas dire fils gauche, fils droit. Impossible. Ou la sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Donc là, on s'intéresse à l'arbre binaire. Chaque nœud, il fait sortir au maximum de branches. Et donc, chaque arbre binaire, il peut se décomposer en une racine et 2 sous-arbres, gauche et droit. Les sous-arbres eux-mêmes, si vous prenez le sous-arbre qui commence à B, c'est aussi un arbre binaire. Hein. Il fait sortir, donc c'est l'arbre binaire de racine B. Le sous-arbre droit, c'est un arbre binaire de racine C. Donc déjà, la définition d'un arbre, elle est récursive parce que tout arbre, il peut se décomposer en d'autres arbres. D'accord. Le sous-arbre de racine B aussi, il peut se décomposer en gauche et droit. À gauche, je vais avoir le E avec ses descendants et à droite, je vais avoir le F avec ses descendants éventuellement. Le sous-arbre de racine C, il peut aussi se décomposer en gauche et droit. À gauche, je vais avoir le G et à droite, je vais avoir le sous-arbre de racine H et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment récursif. Hein.
Donc, vous lisez ce que j'ai mis sur la diapo. Les sous-arbres gauche et droit sont appelés respectivement fils gauche et fils droit de l'arbre. Chaque sous-arbre est à son tour un arbre binaire. La structure d'arbre, elle est récursive. Le sous-arbre gauche de A est un arbre binaire de racine B. Le sous-arbre droit de A est un arbre binaire de racine C. Donc, lui, les sous-arbres eux-mêmes, c'est des arbres binaires. Est-ce qu'il y a des questions avant d'avancer? Donc, à partir de là, on va s'intéresser à l'arbre binaire, hein. C'est-à-dire chaque nœud, il a un fils gauche et un fils droit, au maximum. Un nœud peut avoir un fils gauche et ne pas avoir du fils droit. Il peut avoir fils gauche et fils droit, et il peut être feuille. Il n'a ni fils gauche ni fils droit. D'accord? Voilà. Donc, mais au maximum, il a deux descendants, c'est tout. Voilà, par un arbre binaire, vous pouvez par exemple représenter une expression arithmétique. Vous regardez cette expression arithmétique, en fait, là où j'ai des opérateurs binaires, donc vous avez l'expression arithmétique A moins B divisé par C fois D plus E. D'accord? Ben, je regarde cet arbre binaire qui représente mon expression. Dans les nœuds, je vais avoir soit des opérandes, soit des opérateurs. Les opérandes, c'est A, B, C, D et E. Les opérateurs, c'est le moins, le plus, l'étoile et la division. D'accord? Le slash. D'accord? Donc là, le sous-arbre tout à fait à gauche, il fait A moins B. Vous le voyez. Donc je représente le A par un nœud, le B par un nœud. Et ce qui raccorde A avec B, c'est le moins. D'accord? Voilà. Donc là, le sous-arbre gauche, c'est pour représenter le A moins B. Encore, je vais un petit peu à droite, mais au dernier niveau, je retrouve le C fois D. C multiplié par D. D'accord? Je vais avoir un résultat. Et bien, ce résultat, ça va être bon, le C fois D plus le E. D'accord? Donc, C fois D plus le E. Vous le voyez? Est-ce que vous suivez avec moi? Cet arbre binaire qui représente une expression arithmétique. J'ai dit, je commence à gauche. C'est A moins B. D'accord? Je vais un petit peu à droite, en bas, parce qu'il faut commencer à évaluer à partir du bas. Je vais en bas, C multiplié par D, C fois D, je vais avoir un résultat. Mais c'est pas fini, il faut faire plus E, d'accord? Donc j'ai déjà le A moins B qui a donné un résultat, j'ai le C fois D plus E qui a donné un résultat, d'accord? Je vais faire ce que j'ai obtenu à gauche divisé par ce que j'ai obtenu à droite, d'accord? Ça représente bien mon expression arithmétique. D'accord. Et sachez que les arbres sont utilisés par les compilateurs pour la représentation d'expressions arithmétiques, en fait pour l'évaluation comme ça avec des expressions parenthésées, des priorités, etc. C'est utilisé par les compilateurs, d'accord. Mais avec des transformations, bien sûr. Là, je ne pourrais pas évoquer les transformations, euh, mais c'est une structure qui est utilisée aussi par le compilateur pour l'évaluation d'expressions arithmétiques. Surtout les expressions parenthésées, hein, de toutes les manières, toutes les expressions. Vous avez compris le sens de cet arbre.
WebEx Demande à Assistant is enabled to save audio highlights. Bon, maintenant, d'autres définitions par rapport à l'arbre binaire. On parle d'arbre binaire complet. On vous dit un arbre binaire est complet si tous ces nœuds internes possèdent chacun deux fils. D'accord? Ça veut dire chaque nœud, il a deux fils. Bien sûr, la racine, elle doit avoir déjà deux fils. D'accord? Tous les nœuds, y compris la racine, les nœuds internes, possèdent deux fils. Maintenant, les feuilles, en bas, elles doivent être aussi à gauche que possible. C'est-à-dire, je ne devrais pas avoir des trous. Quand je parcours l'arbre de gauche à droite, je ne devrais pas avoir des trous. Bon, je vais voir ici. Là, pour avoir un arbre complet, par exemple, j'aurais dû avoir le C et D, donc à gauche, tout à fait à gauche. Mais bon, ça va changer la sémantique, hein. D'accord. Là, par exemple, ce n'est pas un arbre complet. Vous le voyez? Bon, je prends un arbre qui n'a pas abstrait, qui n'a pas de sémantique, d'accord? Là, ce n'est pas un arbre complet parce que, en fait, pour avoir un arbre complet, le J, j'aurais dû l'avoir comme fils gauche de E, par exemple. On vous dit tous les nœuds internes et la racine doivent avoir chacun deux fils, d'accord? Et toutes les feuilles doivent se trouver aussi à gauche que possible. Ça veut dire toutes les feuilles doivent se ramener à gauche. Donc, le J, j'aurais dû, pour avoir un arbre complet, je devrais l'avoir ici, comme fils de E, comme fils gauche de E. Est-ce que vous avez compris la notion d'arbre complet? مادام هنا لو كان ما عنديش اي وجي اسكو سي نوسيون d'arbre complet. Oui, oui. Si je n'ai pas le I et le J, c'est un arbre complet, bien sûr. Oui. Donc, tous les nœuds, à part les feuilles, ils ont chacun deux fils. D'accord. C'est ça la notion d'arbre complet. Maintenant, si après au dernier niveau, j'ai des feuilles qui sont pas au même niveau que les autres feuilles, je devrais les avoir aussi à gauche que possible. D'accord. Le J-Hada, pour avoir un arbre complet, il faut le ramener comme fils gauche de E. Ici, c'est pour une question de représentation. Après, vous allez voir, pour la représentation, c'est bien d'avoir, en mémoire, c'est bien d'avoir un arbre complet. Mais bien sûr, si j'ai un arbre qui a une signification, et souvent, c'est des arbres qui ont une sémantique, je ne peux pas m'amuser à mettre à changer l'emplacement des nœuds. Parce que si le J est le fils de H, eh bien, il va rester fils de H, hein. On va pas lui changer de père. Si c'est un arbre abstrait, donc c'est un arbre complet, si tous les nœuds feuilles se trouvent aussi à gauche que possible et les autres nœuds, ils ont chacun deux fils. Un arbre équilibré ou un arbre balancé, là, je vais vous l'expliquer donc de manière très informelle, c'est-à-dire que pour avoir un arbre équilibré, il faudrait couper l'arbre en deux. Le nombre de nœuds à gauche doit être égal au nombre de nœuds à droite, plus ou moins 1. C'est-à-dire, un arbre qui n'est pas équilibré, c'est un arbre où j'ai plus de nœuds à gauche que à droite. D'accord? Si je prends cet arbre, il n'est pas équilibré, hein. Si vous le prenez comme ça, il n'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que si je divise en sous-arbre gauche et droit, donc à gauche, je vais avoir 3 nœuds, le A, le moins et le B, et à droite, j'ai 5 nœuds. Vous comprenez? Donc, c'est un arbre qui n'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous divisez au niveau de la racine, en sous-arbre gauche et sous-arbre droit, à gauche, vous allez avoir 3 nœuds, et à droite, vous allez avoir 5 nœuds. Pour avoir un arbre équilibré, dans ce cas, on aurait dû avoir 4 nœuds à gauche et 4 nœuds à droite. Mais encore une fois, c'est un arbre qui est doté d'une sémantique. On ne peut pas
s'amuser à prendre un nœud du sous-arbre gauche et le ramener du sous-arbre droit et le ramener à gauche. Donc, mais ce n'est pas un arbre équilibré. Je vais prendre l'autre cas. Hada, est-ce que c'est un arbre équilibré? Oui, c'est un arbre équilibré. D'accord? C'est un arbre équilibré. Pourquoi? Parce que si vous divisez au niveau de la racine, vous avez 4 nœuds à gauche et 4 nœuds à droite. OK? OK? Voilà. Donc, maintenant, je pose la question. Si je prends le sous-arbre de racine B, vous regardez le sous-arbre de racine B. C'est-à-dire, on oublie le A et on oublie la partie droite. Est-ce que c'est un arbre équilibré? Le sous-arbre de racine B, est-ce qu'il est équilibré? Oui, madame. Oui, pourquoi il est équilibré? Car quand on divise sur 2, il y a plus 1. Il n'y a pas Voilà. plus 2. Oui, parce que je n'ai pas le choix de toutes les manières, hein. Quand je divise en deux, au niveau de B, je prends le sous-arbre de racine B, je divise en deux. À gauche, j'ai 2 nœuds et à droite, j'ai un nœud. Mais je ne peux pas faire autrement. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut avoir le nombre de nœuds à gauche égal au nombre de nœuds à droite, plus ou moins 1. Donc, le I, soit il à gauche, soit il à droite, de toutes les manières. D'accord? Voilà. Donc, si le nombre de nœuds est impair, je peux avoir vraiment un arbre où le nombre de nœuds à gauche et à droite, c'est exactement le même. Mais si le nombre de nœuds est pair, j'ai toujours un plus ou moins 1 entre la gauche et la droite, mais c'est un arbre équilibré. Voilà. L'autre, il n'était pas équilibré. OK? Parce que j'avais une différence de 2 nœuds. OK? Voilà. Maintenant, j'ai une question. On me dit reprendre la notion d'arbre complet. On a dit l'arbre complet, il faut que tous les nœuds aient 2 descendants. D'accord? Tous les nœuds doivent avoir 2 fils. Maintenant, il y a les nœuds feuilles. Les nœuds feuilles n'ont pas de fils. D'accord? Les nœuds feuilles n'ont pas de fils. Eh bien, les nœuds feuilles, il faut les avoir à gauche, complètement à gauche. Ici, c'est un arbre qui n'est pas complet. Il y a le J qui pose problème. Même le I d'ailleurs. Le I, il est à droite de E. D'accord? Donc, pour avoir un arbre complet, le J, je vais le ramener comme fils gauche de E. Il vous dit un arbre complet. C'est compris? Les nœuds feuilles, donc tous les autres nœuds, regardez, ils ont 2 fils. C'est bon. Tous les nœuds, ils ont 2 fils à part le E. Hein. D'accord? À part le E qui pose problème. D'accord? Voilà. Maintenant, si le E, si je veux avoir un arbre complet, je ramène le J comme fils gauche de E. Du coup, le E aussi, il aura 2 fils. Et les feuilles sont tout à fait à gauche de l'arbre. C'est compris, Lamri, c'est compris. OK. Bon, maintenant, on arrive à la question de représentation d'un arbre binaire en mémoire. Bon, comme on a fait pour les piles, comment représenter la pile en mémoire, comment représenter la pile en mémoire, on arrive à la question de représentation pour implémenter un arbre. D'accord? Donc là aussi, on a des représentations sous forme de vecteurs et on a une représentation sous forme de liste, une représentation dynamique sous forme de liste, mais c'est pas une liste linéaire, hein. D'accord, c'est pas linéaire parce que la notion de suivant ou précédent, j'ai la notion de père, fils gauche et fils droit. D'accord, voilà. Bon, la représentation contiguë, on a dit sous forme d'un vecteur où chaque élément sera composé de 3 champs. D'accord. Un champ info, un champ successeur gauche et un champ successeur droit, parce que pour chaque nœud, il faut que je sache quel est son fils gauche et quel est son fils droit, c'est sûr, pour représenter l'arbre. Donc, j'ai le champ info, j'ai l'indice, c'est des indices, hein, comme c'est des tableaux, je vais représenter par un tableau. Le successeur gauche, je dois dire à quel indice il se trouve.
Et le successeur droit, je devrais dire aussi à quel indice il se trouve. D'accord? Donc, si je dois définir le type de nœud, le type d'un élément de mon arbre, c'est un enregistrement avec l'information d'un certain type. Ça peut être un caractère, ça peut être un entier. Bon, en fait, ça peut même être une information structurée, comme pour les piles, les listes, les fils, les camels. Donc ici, un nœud, c'est un enregistrement où j'ai une information. Donc c'est l'information contenue dans le nœud, dans l'élément. Le successeur gauche, ou le fils gauche, c'est un entier. C'est-à-dire, je devrais dire, à partir de là, pour trouver le fils gauche, il faut aller à l'indice 5, par exemple. Moi, je vais trouver le fils gauche. Le fils droit, par exemple, je vais le trouver à l'indice 7. Il faut aller à l'indice 7 pour trouver le fils gauche. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la définition de type d'un nœud. Oui. Madame, si le nœud a un seul successeur sur la droite, et le successeur gauche va prendre quelle valeur? Moins 1. Moins 1. Moins un. Parce que c'est des Ok. indices. Donc, lorsque Merci. le nœud n'a pas de successeur gauche ou droit, ou lorsque c'est une feuille, le successeur gauche, c'est moins 1, ou le successeur droit, c'est moins 1, ou les deux, c'est moins 1 si c'est une feuille. Donc là, je prends donc comme exemple un arbre de caractères. J'ai pas été chercher loin. Je me suis dit, je prends avec l'exemple où j'ai mis A, B, C, D. Je vais considérer que A, c'est l'information, B, c'est l'information, C, c'est l'information, etc. Donc, l'information du type caractère. Successeur gauche, c'est un entier. Successeur droit, c'est un entier. Après, donc, mon arbre, je vais le définir comment? C'est un tableau d'une taille max, du type nœud. D'accord? C'est un tableau, quand c'est un vecteur, c'est un tableau de type nœud. Ça veut dire que c'est un tableau où chaque élément, il contient une information de type caractère, l'indice du successeur gauche et l'indice du successeur droit. Et bien sûr, j'ai la racine. Donc, un arbre, il est défini par un tableau et une racine. Un tableau qui contient tous les éléments et l'indice de la racine. Un indice spécial. La racine, elle se trouve toujours à l'indice 0. Donc, quand on commence à stocker la racine, on va la mettre à l'indice 0. C'est le premier élément à explorer. D'accord? Voilà. C'est comme pour la pile, par exemple. La pile, comme on l'avait définie? On l'avait définie par un tableau d'une taille max et le sommet. D'accord? Mais le sommet, il changeait à chaque fois. Quand j'ajoute un élément, le sommet, il change. Quand je supprime un élément, le sommet, il change. Mais pour garder la même définition, pratiquement la même syntaxe, l'arbre, il est défini par un tableau et l'indice de la racine. Bon, là, je vous donne à titre indicatif comment définir en langage C, c'est exactement la même chose. Char info, in successeur gauche, in successeur droit. Donc, j'ai une définition de type de nœud. Et après, donc, je définis mon arbre avec un vecteur d'une taille max et une racine. Voilà, donc sur l'exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, l'arbre lexicographique, j'ai dit que l'information du nœud, c'est A, B, C, D, etc. C'est ça l'information. Voilà, la valeur moins 1 indique que le nœud n'a pas de successeur gauche et ou droit, la racine étant l'élément d'indice 0 dans le tableau. Donc, j'ai pris mon arbre, j'ai pris mon vecteur vide. D'accord? D'accord. Chaque élément du vecteur, vous le voyez, j'ai alterné entre le gris et le blanc. D'accord. Chaque élément, c'est soit l'élément gris, soit l'élément blanc, l'élément gris, l'élément blanc, etc. pour mieux voir. Voilà. Donc, après, donc pour chaque élément, vous devez donner les indices du successeur gauche et l'indice du successeur gauche et l'indice du successeur droit. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de ce tableau, si je supprime l'arbre, j'efface le dessin de l'arbre. À partir de ce tableau, je devrais pouvoir redessiner l'arbre. C'est ça la notion de représentation en mémoire. C'est-à-dire quand je représente par un tableau, après, je devrais pouvoir retrouver la structure de mon arbre telle qu'elle est sur le schéma. Bon, je vous laisse le temps de regarder. Est-ce que d'abord vous voyez clair le schéma? Est-ce qu'il est clair?
Oui, madame. Ok. Comme ça, c'est mieux, non? J'ai agrandi un peu. Je ne sais pas si ça a agrandi. Là, vous devez agrandir vous-même, je ne sais pas. Donc, n'oubliez pas que le tableau commence à l'indice 0, hein. Madame, quand on place les indices, on commence toujours par celui de gauche. Oui, oui, parce que d'après la définition de votre type, regardez la définition du nœud. Info de type caractère, c'est le premier champ. Le deuxième champ, c'est le successeur gauche. Là, on a voulu que ce soit le successeur gauche, d'accord? Deuxième champ, c'est le successeur gauche. Troisième champ, c'est le successeur droit. Donc, il faut respecter la définition de type, hein. Donc, l'information suivie de l'indice gauche, suivie de l'indice droit. D'accord? Voilà, donc regardez ici. Donc j'ai le A, son successeur gauche c'est B. Il est où le B? Il est à l'indice 1. C'est l'élément, c'est le deuxième élément du tableau. D'accord? Donc il se trouve, le successeur gauche de A, il se trouve à l'indice 1. C'est le B. Le successeur droit de A, il se trouve à l'indice 2. C'est l'élément C. Vous me suivez? Donc, successeur gauche de A, c'est le B, il se trouve à l'indice 1. Le successeur droit, il se trouve à l'indice 2, c'est le C. Donc, chaque élément du tableau, c'est les trois cases, hein. D'accord? C'est les trois cases. Donc, 0, 1, 2, etc. Ensuite, le B. Son successeur gauche, c'est le E. Le E, il se trouve où? Il se trouve à l'indice 4. À l'indice 3, pardon. Le E, il se trouve à l'indice 3 du tableau. Et son successeur droit, le successeur droit de B, c'est le F. Le F, il se trouve à l'indice 4. OK? Ensuite, je prends le E. D'accord? Je prends le E, hein, je suis sur l'élément E. Il n'a pas de successeur gauche, donc je mets -1. Et son successeur droit, il est loin, hein. De toute façon, après, j'ai placé le G, etc. Le G, le H pour le C. Mais le E, il est loin. Il est à l'indice, le successeur droit qui est le I, il est à l'indice 7. Ça veut dire quand je dessine l'arbre, je prends ce tableau et je commence à mettre les rangs. Donc le A, ensuite je vais regarder qu'est-ce qu'il dérive. Il dérive l'élément qui se trouve à l'indice 1, donc c'est le B. Et l'élément qui se trouve à l'indice 2, c'est le C. D'accord? Après, je reviens au B. Je dis, le B, il dérive quoi? L'élément qui se trouve à l'indice 3. L'élément qui se trouve à l'indice 3, c'est le E. Donc, je dessine le E. Et il dérive aussi l'élément qui se trouve à l'indice 4, c'est le F. Ensuite, je reviens, le E. Ah, je dis, voilà, le E, il n'a pas de fils gauche, mais il a un fils droit. Donc, je vais aller chercher le fils droit. Il se trouve à l'indice 7. Le 7, c'est le I. D'accord? C'est comme ça que je vais reconstruire l'arbre à partir de mon tableau. D'accord? Je l'ai construit à partir de mon schéma, mais après, si j'efface le schéma, à partir du tableau, il faut que je retrouve l'arbre. C'est clair? Donc là où vous voyez -1, -1, vous voyez vers la fin du tableau, -1, -1, c'est des feuilles. Donc le I, il a successeur gauche -1 et successeur droit -1. Le J,
il a successeur gauche et droit moins 1. Le G aussi, hein, le G, c'est une feuille, c'est moins 1, et ainsi de suite. Le F, moins 1. C'est compris? Madame. Oui, d'accord. Donc, c'est facile, hein, il suffit de… Après, vous avez une représentation séquentielle où on n'a pas besoin de sauvegarder l'indice I et J, mais on va les placer à des emplacements spécifiques. Si NE se trouve à la position K, le successeur de gauche, on doit le placer à 2K plus 1, et le successeur droit, on doit le placer à 2 fois K plus 2. Donc, comme ça, on va les retrouver. C'est-à-dire, si j'ai NE à la position 1, son successeur gauche, je devrais le placer à la position 2 fois K plus 1, c'est-à-dire je vais le placer à la position 3, l'indice 3, et son successeur droit, je dois le placer à la position 4. C'est ce qu'on appelle une représentation séquentielle. Et donc, je fais comme ça pour tous les nœuds. Donc, je vais passer sur cette représentation. Bon, si on a le temps, on va revenir, sinon vous allez la lire vous-même. Maintenant, la représentation chaînée. Voilà, je préfère aller sur la représentation chaînée. Donc, l'arbre, dans la représentation chaînée, oui, en fait, je n'aurai pas une limite sur la taille. Avec les vecteurs, j'ai toujours, même la représentation séquentielle, j'ai toujours une limite sur la taille. Avec la représentation chaînée, je n'ai pas une limite. Donc, je pourrais ajouter des nœuds, je pourrais, donc, quand je supprime un nœud, je récupère l'espace et ainsi de suite. C'est comme des listes chaînées et les implémentations de piles et fils avec liste chaînée. Voilà. Donc, l'arbre sera représenté par une structure dynamique, mais non linéaire, parce que je n'ai pas le lien suivant. D'accord? Donc, chaque élément sera composé de 3 champs. L'information, le champ successeur gauche et le champ successeur droit. Dans ce cas, le champ successeur gauche et le champ successeur droit, c'est les deux suivants, en fait. C'est les deux suivants de l'élément. Mais on l'appelle successeur gauche et successeur droit, c'est des pointeurs. C'est les adresses de l'élément du successeur gauche et l'adresse du successeur droit. Donc là, avec les représentations dynamiques sous forme de liste non linéaire, on manipule toujours des adresses, on manipule des pointeurs. D'accord? Donc, regardez, s'il vous plaît, la définition de type. Alors, mon élément, donc, c'est une information d'un certain type. Ça peut être un caractère, comme pour notre arbre de tout à l'heure. Le successeur gauche, c'est un pointeur vers l'élément. Le successeur droit, c'est un pointeur vers l'élément. Donc, c'est comme le suivant et le précédent, mais là, on les appelle réellement successeur gauche et successeur droit. D'accord? C'est des pointeurs. Alors, le nœud, la définition de nœud, c'est égal pointeur vers élément. Donc, si je veux définir, donc je veux déclarer un arbre de racine R, je mettrai R de type nœud. Parce que la racine, ça va être un pointeur qui est le point d'entrée de l'arbre. D'accord? Donc, ma définition de type dans le cas dynamique, c'est quoi? C'est une partie information et j'ai deux adresses. Il y a deux pointeurs. Un pointeur qui va me ramener vers le successeur gauche et un pointeur qui va me ramener vers le successeur droit. Là, c'est normal. D'accord. Après, donc, je définis le type nœud qui est un pointeur vers élément et donc tout nœud de mon arbre, tout élément de mon arbre sera de type nœud. D'accord. La racine sera de type nœud. Voilà, donc si je reprends l'arbre de caractère, toujours dans la définition de type, si je prends un arbre de caractère, comme tout à l'heure, donc l'information, l'info sera de type caractère, le successeur gauche, c'est pointeur vers élément, le successeur droit, c'est pointeur vers élément, le nœud, c'est un égal pointeur vers élément, racine de type nœud, d'accord? La racine de l'arbre sera de type nœud. D'accord? Là, bon, j'ai pas voulu utiliser arbre égal pointeur vers élément, j'ai utilisé nœud. Mais d'habitude, on écrit liste égale pointeur vers élément, pile égale pointeur vers élément. Là, au lieu d'écrire arbre égale pointeur vers élément, j'ai utilisé la notion de nœud. Sur mon exemple, voilà, j'ai repris toujours le même exemple pour voir comment est-ce qu'il sera représenté sous forme d'une structure dynamique.
une représentation chaînée avec double chaînage gauche et chaînage vers la droite, d'accord? Un successeur gauche et un successeur droit. Donc, vous avez l'information, elle est là, c'est ce que vous voyez, le A, le B, le C, etc. D'accord? Et donc, quand je fais dériver une flèche, c'est l'adresse du successeur gauche, vers la gauche, et quand je fais dériver une flèche vers la droite, c'est l'adresse du successeur droit. Donc là, voilà, donc vous avez le A qui va aller vers B, comme celui à gauche vers B, à droite vers C. Le B, il va aller à gauche vers E et à droite vers F. Le C, il va aller à gauche vers G et à droite vers H. Le H, il va aller à gauche vers J. Mais à droite, c'est nil. Bon, j'ai mis nul, hein, parce que j'ai repris le schéma tel qu'il était. D'accord? Donc, c'est nil. D'accord? H, s'il n'a pas de successeur droit, c'est nil. D'accord? C'est une adresse nil. Le J, c'est une feuille. Donc, à gauche et à droite, c'est nil. Le G, la même chose, c'est une feuille. Le F, c'est une feuille. C'est nil à gauche et à droite. Le E, il n'a pas de successeur gauche. Donc, je mets nil à gauche. Mais à droite, il va aller vers le I. Le I qui est lui-même une feuille et qui a donc successeur gauche égale successeur droit égale nil. D'accord? Donc, si je dois représenter mon arbre en mémoire, je dois définir la structure d'un nœud avec une partie info et deux liens en fait de type pointeur vers élément. D'accord? Le premier pointeur va contenir l'adresse du successeur gauche. Le deuxième pointeur va contenir l'adresse du successeur droit. Voilà. Et quand le nœud n'a pas de successeur gauche et ou droit, je vais mettre nil. Et bien sûr, cet arbre, si je dois le parcourir, à votre avis, bon, supposez que l'arbre, il est déjà en mémoire, il est représenté comme ça, avec une liste chaînée, avec une structure dynamique. En fait, c'est pas une liste, hein, avec une structure chaînée dynamique. D'accord. Comment je vais le parcourir? Bon, il faut pas me donner l'algorithme. Dites-moi, Agda, informellement, comment je vais le parcourir. Pour les listes à la benne, on commence à partir de la tête et on va suivant, on va arriver à la fin. D'accord. OK. Pour la pile, on est obligé de dépiler jusqu'à avoir une pile vide. La file, c'est défiler, ainsi de suite. Mais en fait, pour l'arbre, comment je vais le parcourir? Oui, mais bon, avant d'arriver à la fonction récursive, oui, en fait, les parcours d'arbres se font de manière récursive. Hein. D'accord. Madame, on utilise deux pointeurs. Non, ne me dites pas, c'est-à-dire regardez le schéma et dites-moi comment je vais parcourir. Ne parlez pas de pointeur, de récursive, etc. Madame, par branche. Par branche? Bon, votre camarade me dit je vais parcourir par branche. Ça veut dire que je vais faire A, B, E. Mais attention, après, il ne faudrait pas que je revienne à A et B. Hein, d'accord. Bon, ben, il ne faudrait pas que j'oublie. Laisse-moi le F. A, B, E, I. Bon, ben, il faut juste voir le F parce que j'ai fait déjà le A, B. Vous voyez? Bon, ben, comme j'ai déjà fait le A, il faut que j'aille vers la droite. Je fais le C et le G, par exemple. Bon, ben, je fais le H et le J. Il faut que je revienne vers le fils droit de C. D'accord? Et je fais le H et le J. Vous voyez? Donc, votre camarade me dit, je vais le parcourir par branche. Moi, je dirais que c'est un parcours en profondeur. Je descends vers le bas. Mais après, à un moment donné, il faut que je revienne. Par exemple, ici, je suis descendu A, B, E et I. Après, il faut que je revienne pour faire le F. Donc, c'est ce que j'appelle le parcours en profondeur. Sinon, je pourrais parcourir autrement comment? Par niveau, madame. Par niveau, très bien. C'est ce que j'appelle le parcours en largeur aussi. Donc, j'ai un parcours en profondeur, oui, je descends dans les branches, mais après, à chaque fois, il faut que je revienne, d'accord, pour terminer ce qui reste.
Mais en largeur, ça veut dire que je vais faire le A, le B et le C, le E, F, G, H, le I et le J, c'est-à-dire que je descends par niveau, en largeur. D'accord? Le premier niveau 0, le deuxième niveau 1, le troisième niveau 2, et je descends jusqu'au dernier niveau, le niveau des feuilles, les dernières feuilles. Voilà. D'accord? Le niveau des dernières feuilles. OK, voilà. Donc, il faut savoir que vous avez deux types de parcours. Vous pouvez parcourir en largeur ou en profondeur. En profondeur, en général, c'est 3 algorithmes récursifs qu'on utilise parce que, en fait, il y a une manière de parcourir, un parcours préfixé, infixé ou postfixé. Et en largeur, en général, on utilise une file. On utilise une file pour parcourir A, ensuite B, C, ensuite E, F, G, H, ensuite I et J en largeur. Voilà. Donc, c'est le prochain point, ça va être les parcours. Bon, les primitives de manipulation, elles sont faciles. Voilà. Et après, c'est les parcours. OK? Voilà. Bon, j'avais juste posé la question pour voir comment vous réfléchissez par rapport au parcours d'un arbre. OK? Voilà. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on va arrêter parce que vous allez reprendre avec Madame Giron. Et moi, le fait qu'on a perdu les 2 séances d'hier, ça me dérange. Hein. Surtout que la semaine prochaine, c'est très contraignant. On a le concours, on a des corrections et on a le présentiel des L3. Donc, c'est pas évident de trouver les séances pour le online. Demain, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez comme cours online demain? Madame, demain on a archi, on a logique et peut-être qu'on va avoir anglais. C'est toute la journée? Oui, Il n'y a pas de créneau libre comme ça à me proposer. il y a l'après-midi Kamel, mais la connexion elle est un peu. Comme l'après-midi. L'après-midi après 15 heures après. Parce que Ah, le après soir, 15 ils vont heures. me aider. Oui. Hmm. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra tenter quand même? Je ne sais pas. Juste une séance de 1 heure et demie, pas plus, ça. Hmm. Est-ce qu'on pourra tenter, par exemple, à 15 heures ou à 15h30 ou là? او مدام على Hein? كنسل جروب تروى عنده تيدي نورمال وحده Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à? حتى الخمسة واقع. Ah bon? Donc, il y a un groupe qui n'est pas disponible. وي ما جروب جروب تروى. Ah, d'accord. Donc, c'est pas Le possible. groupe, madame, يكون ليش تاني. Ah, c'est pas possible. Non. Non, s'il y a des groupes qui sont déjà pris avec des séances online, ce sera pas possible. Donc, voilà, moi, je vais opter pour le samedi, la matinée, d'accord, parce que même les séances de la semaine prochaine, c'est pas évident pour moi, hein, d'accord. Donc, on va essayer quand même de faire le samedi, Inch'Allah. La matinée, ce que j'avais dit à Mademoiselle Yala la dernière fois, c'est ce que je lui ai proposé. Voilà. Moi, je voulais terminer avant la fin de la semaine, hein, avant la fin de la semaine prochaine. Je voulais pas vous laisser jusqu'au mercredi par la semaine prochaine. Mais comme il y a eu le problème, les cours d'hier qui ont sauté, en plus, la semaine prochaine, on va avoir le concours et les corrections, donc il est présentiel aussi. On va voir, je vais voir. Donc déjà, je vous propose le samedi, je vois l'avancement. Moi, dès que je termine, je vous libère. Hein. Je ne vais pas faire des trucs supplémentaires. Oui. Les arbres يدخلوا في l'examen, madame. Ah, ils doivent l'examen. Oui, oui. D'accord, madame. Non, même si je donne quelque chose sur les arbres, je vais donner quelque chose de simple. Hein. Donc, il faut juste comprendre le principe. Et je ne vais pas donner quelque chose qu'on n'aura pas vu en cours. Hein. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de montrer votre génie pendant l'examen sur un chapitre qu'on a traité à peine à la fin. Non. Même si je donne quelque chose, ça va être quelque chose de très simple. L'examen fait 1 heure, non?
Oui, il fait 1 heure, oui. Et on doit, bien sûr, on doit حنا respecter. الانتيرو ما كفايناش شنو في imaginer l'examen fait كاع Ah, des ما chapitres. كفاكش الوقت في الانتيرو. Je t'assure, là, il faut retravailler le module. إلا ما كفاكش الوقت في الانتيرو, il faut retravailler le module بالعيدي. D'accord. Ça veut dire qu'il faut t'exercer de manière à faire un peu plus rapidement et efficacement, bien sûr. تما l'examen راح يكون طويل على الانتيرو هكا. Et en général, une interro, c'est un peu moins qu'un examen. C'est un peu moins. مادام Toujours, l'examen toujours une حيكون interro, c'est un peu moins qu'un examen et moins difficile qu'un examen, toujours. Madame, examen commun. Non, 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 ماشي commun, non. Mais l'examen je vous rassure déjà. Non, non, je vous rassure déjà. Avec les gens qui travaillent leurs devoirs, ceux qui ont travaillé leur interro, bon, on peut rater une interro, c'est pas grave, hein. Les gens qui travaillent leur projet de TP et donc là vous allez normalement si vous révisez bien, vous êtes bien préparé, vous avez suivi les cours et les TD, bon soit en ligne, soit vous reprenez les enregistrements, c'est comme vous voulez, hein, donc vous organisez à votre manière. Normalement, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui ait travaillé de cette manière n'ait pas une bonne note dans le module. C'est par expérience. J'ai toujours un taux très acceptable sur le module d'Algo. Donc, il faut rien craindre. Voilà. On ne donne pas des sujets pour saquer les étudiants. On ne donne pas des projets pour saquer les étudiants. On ne fait pas d'interro pour saquer les étudiants. Au contraire, c'est pour leur permettre d'acquérir le maximum de connaissances et en plus avoir des notes assez satisfaisantes ou bien très satisfaisantes, ça dépend des niveaux des étudiants aussi, en examen et une moyenne, une bonne moyenne à la fin. Donc pour le taux dans le module, je n'ai jamais eu de problème, hein. D'accord. J'ai toujours ce qu'il faut par rapport à l'investissement des étudiants. Voilà, donc continuez à travailler le module selon votre rythme et normalement, il n'y a pas de problème pour la suite. OK? Vous n'avez pas entendu? لا مادام انا شغل مشوكين شويه على هذيك ما علاش نقدرش choqués? ريبوندي. علاش? Dites-moi pourquoi? Choqués par مادام كي rapport à قلتي quoi? لنا قلتي لنا شغل ليكزامان طويل على الانتيرو وساعه. ما قلتش طويل على الانتيرو، قلت الانتيرو en général c'est facile. حنا الانتيرو كاع جانا طويل واحد ما يكملو. ايه قلت لك إلا جاك طويل regarde, إلا جاك طويل صغير انا لا tu سيكسيون dois كامل travailler بعدا. un peu le module. Et puis tu n'es pas obligé de tout faire. Si tu fais très bien quelque chose sur 16 points et tu attends 16, pourquoi tu veux chercher à aller plus loin? Si tu travailles bien, et s'il y a quelqu'un qui te dépasse aussi, qui fait plus rapidement, il fait les 20 points, classe. C'est comme ça. C'est pour ça que on a des 20, on a des 18, on a des 16, on a des 14, on a des 10, c'est comme ça. D'accord? Ce que tu fais, tu le fais bien et c'est tout, hein. Tu vas sortir avec une bonne moyenne. Ben, avec une très bonne moyenne. Non, علاش راكم شوكيين? Vous pensez que محسوب l'interro c'est l'examen, non? Impression parce que moi, dans les mots des chapitres. معليش, essayez de faire ce que vous pouvez. On ne vous demande pas de faire ce que vous ne pouvez pas. Essayez de faire ce que vous pouvez, mais faites quand même l'effort. Faites l'effort. C'est tout ce qu'on vous demande. هذا ما كان. Les gens qui font des efforts, on les reconnaît, attention, hein. Surtout par expérience, نعرفوهم de toutes les manières. يبانوا. Même comme ça, en ligne, on les voit. Même les devoirs que vous remettez, les projets de TP, comment vous les travaillez, on peut savoir les gens qui s'investissent plus, les gens qui s'investissent moins, etc. Donc, vous travaillez normalement, vous n'avez pas à vous effrayer. C'est 1 heure, oui. On va faire un sujet en fonction d'1 heure. On ne va pas faire un sujet d'1 heure et demie, on vous demande de le faire en 1 heure. Non, impossible. C'est un sujet d'1 heure. On a bien fait l'expérience, l'année faite. Un sujet d'1 heure,
Les étudiants, ils ont travaillé. Il y en a ceux qui ont eu de très bonnes notes, il y en a ceux qui ont eu de bonnes notes, il y en a ceux qui ont eu des notes moins bonnes. C'est normal. C'est la tendance habituelle, hein. C'est la tendance habituelle. Donc, ça n'a pas créé de problème. On avait même l'année d'avant, on avait fait des sujets d'1h15. C'était pas 1h30. On s'est adapté à 1h15. En fait, on s'est adapté à 1 heure. Donc là, il faut pas essayer de réfléchir à la place de l'enseignant. L'enseignant, il fait son travail. Vous faites votre travail, tout simplement. Madame Akan. Je ne vais pas donner un sujet d'1h30 à faire en 1 heure. Impossible. Il faut savoir une chose. Lorsque l'enseignant donne un sujet, d'abord, il fait le corriger lui-même. Il le fait. D'accord. Après, donc, il évalue le temps. D'accord. Lui, il le fait en 20 minutes. Il vous donne 1 heure. Vous avez compris? C'est ça. Donc, c'est pas donné, les sujets ne sont pas donnés aléatoirement. Ok, donc voilà, je vous souhaite bon courage. Je vais envoyer quand même le mail pour les séances de samedi. On va essayer de les faire la matinée pour vous libérer. Voilà, et voilà, bon courage pour la suite. Il ne faut pas réfléchir à l'examen, donc il faut réviser Merci, et madame. venir. Il faut réviser et venir faire votre examen, Madame Akan, hein, c'est tout. Ok, allez, bon courage, au revoir. Merci, Au madame. revoir, madame. Merci à vous. Au revoir.